Les jours du dictateur Maduro sont comptés. Une intervention américaine semble presque certaine. Depuis septembre, des drones américains détruisent des bateaux près du Venezuela dans les Caraïbes. Les États-Unis disent que ces bateaux servent au trafic de drogue. Des critiques internationaux et américains estiment que tuer des présumés trafiquants de drogue est illégal. Cependant, il devient de plus en plus évident que le trafic de drogue n'est qu'un prétexte, car en réalité, il s'agit d'un changement de régime au Venezuela. Nom d'une pipe. Économisez un maximum chez Oli avec mon code dès maintenant. Dans quelle mesure la drogue est-elle réellement un problème au Venezuela ? C'est ce que nous allons aborder et discuter dans ce chapitre. Les vidéos précédentes sur le Venezuela sont dans cette playlist. Les drogues, notamment le fentanyl, tuent massivement aux États-Unis. On parle de 100 000 morts par an, ce chiffre est cité comme le nombre annuel de décès. Ce chiffre n'est probablement pas totalement faux non plus. Certaines années ont sûrement compté plus ou moins de morts. Mais tout cela ignore aussi le crime qui y est lié. La criminalité des gangs, les membres de gangs qui s'entretuent et tuent des innocents, tout cela est également lié à la contrebande de drogue. Ignorer simplement cette situation est donc une mauvaise politique, ce qui ne veut bien sûr pas dire que détruire les bateaux de contrebande serait la solution. En fait, il y a maintenant tellement de critiques à ce sujet que le Royaume-Uni a réduit le partage d'informations de renseignements. Justement pour ne pas être directement impliqué lorsque des attaques contre ces bateaux sont menées. Un changement inimaginable. Ceci est notable en raison de l'accord Five Eyes, qui réunit les Américains et plusieurs pays anglophones dans une coopération très étroite en renseignement. Une telle chose était tout simplement impensable à l'époque. Mais du côté britannique, on dit « les assassinats sont probablement illégaux, et nous ne voulons rien avoir à faire avec cela ». Indépendamment de la question de savoir comment résoudre cela, il faut dire clairement que le Venezuela ne joue pas un rôle très important ici. Le fentanyl provient du Mexique et de plus en plus du Canada. La cocaïne vient de sociétés et de directions, tandis que les attaques sont des coups directs non liés aux sociétés. Il existe aussi de la contrebande venant du Venezuela, mais en moindre quantité. Et surtout, il ne s'agit pas de fentanyl, et c'est surtout cette drogue qui tue massivement. Parallèlement, le déploiement américain se poursuit massivement. Des bombardiers stratégiques ont survolé l'espace aérien contrôlé par le Venezuela, transpondeurs allumés, sans pénétrer l'espace aérien vénézuélien. En effet, le monde est divisé en secteurs où l'aviation civile est surveillée depuis certaines positions de certains pays. Des bombardiers stratégiques américains, B-52 puis B-1, ont traversé cet espace avec leurs transpondeurs allumés. Ils devaient donc communiquer avec le contrôle aérien, ce qui rendait sans équivoque pour le Venezuela que ces bombardiers étaient destinés comme un message à l'adresse du Venezuela. Sur place également, un bateau de forces spéciales avec des hélicoptères et des soldats d'élite à bord pour des opérations de commando. Une force amphibie de plus de 2000 fusiliers marins est sur place. De nombreux navires et sous-marins équipés de plusieurs centaines de missiles de croisière ont été envoyés. Des avions furtifs sont également arrivés à Porto Rico. Des dépôts de munitions y ont été refaits. Cela signifie qu'on construit même sur place des infrastructures supplémentaires pour soutenir une campagne plus longue. Maintenant, le groupe de combat de porte-avions le plus moderne du monde, avec les navires d'escorte appropriés, est également sur place. C'est maintenant le plus grand déploiement de la flotte américaine depuis la crise de Cuba. Certains éléments de ce dispositif peuvent bien sûr être utilisés contre les trafiquants de drogue. Les drones Reaper, par exemple, qui étaient probablement principalement responsables de la destruction des bateaux. Ils peuvent aussi surveiller, pas seulement détruire des bateaux. Les forces spéciales pourraient arraisonner des bateaux et attaquer les bases des trafiquants de drogue. Mais les B-52, B-1 et F-35 ne seront probablement pas nécessaires contre le trafic de drogue. Les porte-avions et sous-marins ne sont pas les premiers moyens envisagés pour lutter contre les drones ou la drogue. Nous pouvons dire que ce déploiement est totalement disproportionné face à la lutte contre le trafic de drogue. C'est pourquoi les intentions des États-Unis deviennent de plus en plus claires. Les opérations de la CIA au Venezuela ont désormais été rendues sans morceau public. C'est aussi un signe clair. Normalement, elles se déroulent en secret. Le fait que cela ait été rendu public peut être interprété d'une part comme une volonté de Donald Trump de s'être peut-être laissé aller à des confidences. D'autre part, selon cette chaîne, cela peut aussi être un message clair adressé au Venezuela. Encore un signe, et tout semble l'indiquer. Vous verrez cela dans la suite de la vidéo.
Le Venezuela a, entre-temps, affirmé avoir déjà capturé des agents de la CIA qui auraient planifié des opérations sous fausse bannière. Cela aurait en principe donné à Donald Trump un casus belli si des agents de la CIA avaient attaqué un navire de guerre américain ou une installation américaine lors d'une opération sous fausse bannière. En outre, il y a eu une tentative de soudoyer le pilote de Nicolas Maduro pour qu'il le conduise aux États-Unis, probablement à Porto Rico, afin que les États-Unis puissent ensuite l'arrêter. Les États-Unis offrent 50 millions de dollars pour la capture de Nicolas Maduro, chef présumé d'un cartel de drogue. Cela aurait marqué la fin de Nicolas Maduro comme chef d'État et une longue peine de prison. Le Venezuela mobilise entre-temps ses troupes, aurait armé 8 millions de civils dans la milice et mobilisé 60 000 réservistes. Un avion de transport russe de type Ilyushin 76 s'est également envolé vers Caracas. Des rapports indiquent la livraison de chars et de systèmes anti-aériens à canon. Mais il faut être clair, il n'y a absolument pas assez de place à bord pour des quantités suffisantes, pour des quantités significatives. Au mieux, il y avait des missiles anti-aériens à bord pour reconstituer un peu le stock de munitions des Vénézuéliens. Par exemple, si des chars ont été livrés, il est déjà difficile d'en fournir même 2. Penser que cela puisse changer l'équilibre est totalement irréaliste. En outre, le gouvernement Maduro avait également fait des offres. Il a d'abord été proposé que les États-Unis aient un accès privilégié aux ressources naturelles du Venezuela, tout en rompant en même temps toutes les relations étroites avec l'Iran, la Chine et la Russie, donc avec les adversaires stratégiques des États-Unis. Il y avait aussi une offre de retrait progressif du pouvoir. Tout cela a été rejeté par les États-Unis. Trump, et cela est désormais clair, veut éliminer Maduro. Car des personnes comme Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, souhaitent voir disparaître des régimes dictatoriaux comme celui du Venezuela. C'est sa mission, la mission de Marco Rubio. Mais probablement aussi pour créer un précédent pour le reste du double continent. Cela signifie qu'il s'agit de dire à tous les autres États si ces États se rapprochent de l'État de la Chine et de la Russie. Cela a de grandes conséquences. Il serait faux de ne pas mentionner ici qu'il y a aussi des accusations selon lesquelles il y aurait des raisons de politique intérieure, à savoir les critiques. Ici, la critique est exprimée. Il voudrait ainsi détourner l'attention de la liste des clients Thorsten Epstein sur laquelle il pourrait éventuellement figurer. Ce n'est pas tout à fait clair. Cependant, la mobilisation a commencé bien avant la dispute actuelle à ce sujet. De ce fait, je n'en suis pas totalement convaincu. Je pense qu'il s'agit de bien plus que de détourner l'attention du public de l'affaire Epstein. Après que les organisations narco ayant été déclarées terroristes, les États-Unis s'en sont servis comme justification pour mener des attaques. Et maintenant, et c'est ça qui est vraiment connu, le ministère des Affaires étrangères considère désormais le cartel de Los Soles comme une organisation terroriste. Nous arrivons au point bien connu. Cela a été déclaré le 16 novembre, mais cela n'entrera en vigueur que le 24 novembre. Dès ce moment, le cartel de Los Soles sera qualifié d'organisation terroriste. Pourquoi cette date précise ? Avant le 24, ce n'est donc pas encore une organisation terroriste ? L'explication à cela est bien sûr tout à fait évidente. Ici, on fait pression sur Maduro. Selon les États-Unis, Maduro dirige le cartel. Nous l'avons ici. Cartel de Los Soles, il est, selon les États-Unis, le chef de ce cartel. Dès le 24, ce sera une organisation terroriste. Il est également important de noter que le cartel de Los Soles tire son nom des soleils, donc le cartel des soleils, à cause des soleils. Et ce sont les insignes de grade des généraux vénézuéliens. Selon leur grade en insigne, ils ont un soleil sur leurs épaulettes, ou même plusieurs. Tout cela indique qu'il s'agit d'un cartel dirigé par l'armée vénézuélienne, et selon les États-Unis, Maduro en serait le chef. À travers les attaques, et ici nous voyons comment tout s'assemble grâce aux attaques contre les bateaux drones. Depuis septembre, le Venezuela a démontré « Nous sommes prêts à tuer des narcoterroristes ». Tu en es un aussi maintenant. C'est ce qu'on dit. Maduro, dès le 24, il serait aussi un narcoterroriste et le chef. On a prouvé qu'on était prêt à les tuer. On dispose désormais de la puissance de feu pour agir au large des côtes. Les forces armées vénézuéliennes ne sont pas petites sur le papier, mais elles n'ont aucune chance contre les Américains. Il ne faut pas se voiler la face. Le Venezuela ne pourra bientôt plus opposer de résistance efficace dans quelques heures ou jours tout au plus. Si les Américains le veulent, ils peuvent agir librement dans le ciel vénézuélien et effectuer des frappes aériennes où ils le souhaitent. Ils ont récemment prouvé leur volonté de mener des frappes aériennes contre les narcoterroristes.
Cela correspond également à la déclaration de Donald Trump faite en même temps. Des troupes au sol sont également envisageables. Mais, et c'est intéressant, en même temps, il n'est pas exclu de parler avec Maduro. L'intention ici est aussi évidente qu'elle peut l'être. Maduro doit être contraint de se retirer, et on ouvre la porte pour qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, parvenir à cela par des négociations. S'il ne part pas volontairement, nous avons des moyens militaires, et les menaces de Maduro n'y changeront rien. Qui vient justement de déclarer que ce serait une catastrophe pour les États-Unis s'ils attaquaient. Et à ce moment-là, nous passons directement à la publicité. J'utilisais toujours Ground News pour ça. Par exemple, sans Ground News, j'aurais manqué que Maduro menace les États-Unis. Parce que vous voyez, seuls 2 médias en ont parlé ici chez vous. Et j'ai trouvé ça simplement en ouvrant la page du Venezuela sur Ground News, où il ne me montre pas seulement la météo actuelle, mais aussi toutes les informations disponibles à ce sujet. C'est important. Ici, il y a un angle mort. La première ministre de Trinité a défendu les attaques américaines contre les trafiquants de drogue ou les présumés trafiquants de drogue. Ici, on constate que seuls les médias de gauche l'ont presque exclusivement rapporté. Si nous suivons surtout les médias de droite, nous n'en avons pas du tout entendu parler. Ground News excelle vraiment dans ces domaines. D'une part, nous pouvons voir les différentes positions, mais en même temps, nous pouvons aussi voir. Prenons celui-ci, par exemple. Nous pouvons en même temps non seulement voir combien en ont parlé, mais aussi combien d'entre eux sont à droite, à gauche ou au centre. Nous pouvons voir par exemple quelle est la fidélité aux faits des médias qui en parlent, à qui ils appartiennent. Tout cela constitue des indices importants qui nous montrent la crédibilité. Si par exemple quelque chose présente une grande fidélité aux faits, on peut supposer que c'est probablement vrai. Certaines choses en Mares et des Hets ont une faible fidélité aux faits. Si c'est la seule source, ce n'est probablement pas vrai. Ground News est désormais complet pour la recherche, selon moi. Quand je fais une vidéo, je regarde toujours d'abord sur Ground News ce qu'ils ont à dire sur les sujets. Par exemple, j'ai ma page 4U avec les sujets que je suis toujours. Et normalement, je travaille beaucoup sur la guerre en Ukraine. Là, je marque simplement ces 2 choses et j'ai ainsi les dernières informations sur la guerre en Ukraine listées. En un clic, j'obtiens aussitôt un résumé intelligence artificielle pour savoir rapidement le sujet. Mais ensuite, je peux aussi regarder à nouveau les différents médias, je peux voir quelle crédibilité ils ont. Et c'est comme ça. L'intelligence artificielle fonctionne en toute langue. Donc si je cherche des médias en allemand ou anglais, je ne trouve pas forcément ceux en hongrois, par exemple. Ground News me l'affiche ici, il m'est donc indispensable. Et si vous voulez vous informer de manière indépendante, si vous ne voulez pas rester dans une bulle idéologique, parce que par exemple vous consommez habituellement des médias de gauche ou habituellement des médias de droite, alors c'est absolument utile. Avec le blind spot, nous avons justement l'indication que certains politiciens, certaines orientations politiques, lorsqu'ils ignorent quelque chose, nous le voyons. Que ce soit en général, individuellement ou sur certains sujets, nous avons toujours mis en avant les blind spots. Nous pouvons voir ici que les sujets les plus divers sont couverts exclusivement ou presque exclusivement par la droite. Cela est en grande partie ignoré par la droite en retour. On peut le voir différemment, ce qui est idéal pour s'informer de diverses façons. J'utilise Ground News chaque jour et vous pouvez bénéficier de 40% de réduction avec mon code si vous souhaitez l'essayer. Le lien est dans la description, affiché à l'écran et accessible via le code QR. Vous économisez beaucoup sur l'abonnement Vantage que j'utilise aussi. Vous soutenez également la chaîne, et sur ce, nous continuons directement avec la vidéo. En ce moment, le gouvernement américain se prépare et souhaite que Maduro parte en exil. Cela est désormais ouvertement discuté. Le média Politico rapporte que les plans prévoient qu'il parte en exil, soit à Cuba, en Turquie ou en Russie. Si cela n'a pas lieu, des frappes militaires sont probables. Nous devons aussi comprendre que tout cela est discuté publiquement chaque jour. Et justement en lien avec le fait que, le 24, le cartel sera qualifié de terroriste uniquement à partir de ce moment. Jusqu'à ce moment-là, il reste une période où il n'est pas officiellement déclaré terroriste. Dès lors, disent les Américains, il deviendrait légal pour nous de le tuer dans son palais présidentiel à l'aide d'une bombe. Cela crée évidemment une pression énorme, avec laquelle les Américains espèrent pouvoir le renverser avec succès. Si certaines unités de l'armée appartiennent au cartel NACO, alors les États-Unis peuvent clarifier. Des attaques contre l'armée vénézuélienne sont des attaques contre le cartel. Toute attaque contre une installation militaire vénézuélienne, toute attaque contre un aéroport, contre tout autre objectif militaire, ne peut donc théoriquement
pas être présenté comme un acte de guerre, mais simplement comme une attaque contre un cartel. Côté américain, on affirme « Nous ne sommes pas en guerre avec le Venezuela, nous combattons seulement les cartels présents là-bas ». De nombreuses cibles de grande valeur qu'il faudrait attaquer se trouvent également à proximité immédiate de la côte. Elles sont donc vulnérables aux missiles de croisière et aux F-35 désormais présents sur place. Ils en ont, qu'ils peuvent faire opérer au-dessus du territoire vénézuélien. Tout cela profite aussi d'un soutien du Venezuela, car María Corina Machado, la lauréate du prix Nobel de la paix de cette année, la dirigeante de l'opposition soutient le changement de régime et une intervention militaire pour libérer son pays. Elle souligne que le peuple a déjà demandé un changement de régime. Je cite ici. Dans l'interview, elle précise « Je veux être très clair. Le changement de gouvernement a déjà eu lieu le 28. Juillet 2024 a été choisi par le peuple vénézuélien. Nous avons gagné l'élection présidentielle avec une large majorité, prouvée par plus de 85% des procès-verbaux originaux. Il a été battu. Il ne s'agit pas d'un changement de gouvernement ni de régime, mais d'une transition vers la démocratie. Et c'est un point crucial. Car le récit actuel du régime est que le départ de Maduro plongerait le Venezuela dans le chaos. C'est complètement faux. Le Venezuela est déjà dans un état de désordre profond et total. Nous sommes prêts et nous assurerons une transition pacifique et sans heurts vers la démocratie, qui permettra à des millions de Vénézuéliens forcés à fuir de revenir immédiatement pour reconstruire leur pays. Cela signifie que María Corina Machado accueille favorablement la pression américaine. Dans l'interview, on lui demande aussi quelle est sa position sur les questions militaires. Ceci est parfois dit de façon détournée, mais en principe, elle l'approuve. Elle a également remercié publiquement Donald Trump. Elle a dédié le prix Nobel de la paix à Donald Trump. Tout cela est un signe clair qu'elle, la dirigeante incontestée de l'opposition, soutient cela. Il semble donc de plus en plus probable qu'un changement de gouvernement soit imposé. Maduro ne peut guère compter sur une aide extérieure efficace. Chine, Russie et Iran ne peuvent empêcher les États-Unis, même s'ils le souhaitent. Cuba peut bien sûr envoyer quelques soldats, mais cela ne changera rien fondamentalement. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles des mercenaires russes seraient déjà présents au Venezuela. Mais il faut dire qu'un petit nombre de soldats en plus peut aider à réprimer les opposants. Mais ils ne peuvent pas stopper les frappes américaines, les Vénézuéliens et leurs alliés n'en sont pas capables. Donc si Maduro ne part pas, des frappes militaires auront lieu. Cela semble presque certain. Cela devrait se faire sans déclaration de guerre, devenue obsolète aujourd'hui. Ne pas présenter cela comme une guerre contre le Venezuela, mais comme une attaque contre les cartels de drogue. C'est-à-dire que cela se déroulera à une intensité moindre. On mènera régulièrement des attaques en ciblant des objectifs qui parfois auront effectivement un lien avec la drogue, mais qui affaibliront aussi continuellement le régime de Maduro. Parce que par exemple, si l'on bombarde le quartier général de la police secrète, on dira que c'est là que la contrebande de drogue était contrôlée et coordonnée. Cela prive en fait le Venezuela de coordonner ses services secrets et de réprimer l'opposition. Tout cela, mais à un niveau plus bas. Il est aujourd'hui très improbable qu'une vaste campagne aérienne soit suivie d'une invasion terrestre. On peut continuer à accroître la pression sur Maduro, affaiblir son contrôle du pouvoir, tout en lui laissant une porte de sortie récemment proposée. La volonté de Maduro de laisser les États-Unis contrôler les ressources du Venezuela et de rompre avec l'Iran, la Chine et la Russie montre qu'il mesure la gravité de la situation. Maduro est donc, il faut le dire, sur la sellette. Mais ce qui viendra ensuite reste incertain. La majorité au Venezuela souhaite clairement le changement. Mais ceux qui soutiennent le régime, ce sont ceux qui ont les armes. Le Venezuela a interdit la possession privée d'armes, il y a 10 ou 15 ans, et les armes confisquées ont été distribuées à des milices, à des bandes criminelles, aux soi-disant collectivos qui soutiennent le régime. C'est-à-dire que le régime, ses partisans, que ce soit de manière criminelle, les soutiens criminels, que ce soit les milices, tous. Ils sont lourdement armés, l'opposition n'a pas d'armes. Cela peut entraîner de sérieux problèmes, même avec un fort soutien à l'opposition, s'il n'y a pas de pression extérieure qui arrive justement en ce moment. Il est impossible de savoir comment cela finira quand les Américains attaqueront. L'opposition vénézuélienne est optimiste. Machado affirme que les craintes de chaos ou de guerre civile relèvent de la propagande du régime. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, selon eux, il serait le seul garant de la stabilité.
Mais au final, il reste bien sûr un certain risque que, dans le cas où le régime serait attaqué, le chaos s'installe dans le pays. Cela pourrait provoquer une guerre civile et un trafic massif d'armes, toutes les milices et armes disparaîtraient un temps. Elles ne seront donc pas toutes transférées au nouveau régime. Tout reste actuellement bande ouvert. Mais il semble désormais extrêmement improbable que Maduro survive à cela en restant en fonction. Il est probable que Maduro ne restera pas président longtemps. Dictateur, il a certainement truqué la dernière élection, donc il ne restera pas longtemps le dictateur du Venezuela. Tout le laisse penser. Si la vidéo vous a plu, un pouce levé me ferait plaisir. Comme dit, si vous avez manqué les vidéos précédentes sur le Venezuela, elles sont liées ici en haut. Commentez si vous souhaitez ajouter quelque chose. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À ce propos, je tiens à rappeler Ground News, qui ont la gentillesse de soutenir la chaîne. Donc si vous voulez vraiment vous informer de manière indépendante, si vous voulez remarquer comment certaines orientations politiques vous cachent parfois des informations, parfois même les formulations. Cela aussi, bien sûr, on le remarque. On peut, en effet, présenter un même événement de manière très différente selon l'orientation politique. Tout cela devient évident avec Ground News, et en même temps, Ground News soutient la chaîne. Donc si vous voulez vraiment bien vous informer, je vous recommande sincèrement Ground News. C'est tout pour le moment. De ma part, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci au soutien sur Patreon, YouTube et spécialement au lieutenant-colonel Thomas Kramp et au lieutenant Uwe de Vren. Surnom Tobib, Karsten Schulz, Sacha Horvat, Goulash Nasha 4000, Tequila 42, Badass Lawyer, Mahamori, Robert Viel, Bertainment, Yanis G, Anti-X, Sacha Muller, Cunningham et Eustress. Merci beaucoup, sans vous cela ne serait pas possible ainsi.